Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie réaliste à l'usage des classes de terminale et plus. Attention, ces dissertations ne sont pas faites pour être copiées telles quelles, elles servent plutôt à donner des idées pour que chacun puisse faire ensuite sa propre dissertation. Et le sujet d'aujourd'hui concerne la philosophie éthique, en tout cas la philosophie pratique, et il s'intitule comme cela « Exister, est-ce profiter de l'instant présent ?» Alors, dans cette introduction, je voudrais d'abord préciser exactement où se situe ce sujet. En effet, en philosophie, exister fait référence, pour celui qui a une certaine expérience, à ce qu'on appelle la métaphysique, la philosophie première. Et donc ce sujet pourrait être traité en métaphysique. Est-ce que être, en tant que être, c'est profiter de l'instant présent? Ça n'aurait aucun sens, évidemment. Donc, il vaut mieux le reformuler. Ce qu'il veut dire, en fait, c'est exister pleinement, être heureux, être en pleine possession de soi. Est-ce profiter de l'instant présent? Il s'agit donc d'un sujet de philosophie pratique qui concerne le bonheur, le fait d'être bien dans sa peau. Et c'est vrai qu'il y a là une question pratique, parce que finalement, les personnes qui ne sont pas heureuses, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont mal dans leur présent, elles ne profitent pas de leur présent. Alors elles le fuient, soit dans le passé, soit dans le futur, soit, je dirais, dans l'activité, dans l'hyperactivité. Pour traiter de ce sujet, je voudrais procéder en deux parties. D'abord, on pourrait aborder une antithèse, ça veut dire ceux qui manifestent que, en fait, il y a là une mauvaise définition d'exister pleinement. Ensuite, dans une deuxième partie, je voudrais chercher la vérité en philosophie réaliste. Ça veut dire véritablement me pencher sur cette question à partir de l'expérience pour y donner une réponse. Et enfin, dans une conclusion, un petit peu élargir le sujet. Voir ce qu'en disent, par exemple, certaines religions. Alors, on constate d'abord, premier point, c'est que, effectivement, les gens qui sont peu accomplis dans leur présent, les gens qui ne s'y sentent pas bien, le fuient de toutes les façons possibles. Je dirais qu'on le voit d'abord chez les enfants, qui ne sont pas bien finalement parce qu'ils sont dépendants, et que quelque part, surtout quand arrive l'adolescence, ils souhaiteraient pouvoir être maîtres de leur vie. Et donc souvent, ils se projettent dans le futur. Quand je serai grand, je ferai ceci. Comme si le présent était long, qu'ils devaient le supporter. A l'inverse, les personnes âgées, qui ont vécu leur vie et qui constatent que le temps s'est accéléré, que tous ces projets d'enfants, déjà, ils se retrouvent âgés. Alors, pour fuir le présent qui les angoisse, souvent, ils se projettent dans le passé. Quand j'étais jeune, je pouvais faire ceci, je pouvais faire cela. On le voit donc, c'est difficile d'exister pleinement dans son présent. Et pourtant, même pour ceux qui semblent profiter de leur présent, attention, les choses ne sont pas si nettes. En effet, on constate qu'il peut y avoir une certaine façon de fuir le fait d'exister dans son présent, en profitant, je dirais, exagérément. C'est quelque chose, par exemple, qu'on constate chez les jeunes qui sont pris d'une certaine angoisse. Ils vivent dans le présent. On le voit sur leur Facebook. C'est un visage souriant qu'ils manifestent tout le temps sur leurs photographies. Et ils semblent sans arrêt, je dirais, passer d'une activité à une autre. Ils semblent profiter de la vie. En réalité, ils fuient plutôt dans l'hyperactivité, dans le fait de s'éclater, comme on dit. Ils fuient un présent qu'ils ne veulent pas habiter. Et lorsque par hasard, par exemple le soir, ils se retrouvent dans leur chambre, seuls, avec le présent, et donc leurs propres pensées, alors aussitôt, il faut trouver quelque chose qui remplit ce présent, comme par exemple allumer la radio, je dirais passer sur l'ordinateur, sur les écrans, converser par le téléphone, etc. On dirait que le présent, simplement présent,
là, comme cela, est quelque chose qu'il faut fuir parce qu'il semblerait apporter plutôt du mal-être que du bien-être. Donc on peut dire que, à partir de cette constatation, profiter du présent, profiter à fond du présent, n'est pas forcément une marque de bonheur. Parce qu'il peut y avoir, dans certaines autres parties de l'être, en fait, un malheur profond qu'on essaye d'étourdir. Voilà pourquoi on ne peut pas se contenter, pour répondre à une telle question, d'une description comme ça superficielle des choses. Pour bien répondre à cette question-là, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un être humain lorsqu'il est accompli en plénitude. Donc, lorsqu'il existe selon ce qu'il est pleinement. On peut dire, je dirais en s'inspirant d'Aristote, mais aussi de Saint Augustin, on peut dire qu'au niveau pratique, on constate que dans l'être humain, il y a comme quatre niveaux qu'on pourrait représenter un peu comme une pyramide, dont je donne le dessin maintenant. Ce sont quatre niveaux qui établissent de manière pratique un bien-être. D'abord, fondamentalement, à la base de la pyramide, il y a notre corps. Il est là, il a sa propre vie biologique. Et on peut dire qu'on est épanoui dans son présent par rapport à son corps quand tout simplement on est en bonne santé. Je dirais qu'on ne se rend pas compte de ce corps parce qu'on ne le sent pas. Et lorsqu'on est malade, c'est là où véritablement, je dirais, la conscience de son corps devient négative. Deuxième niveau, c'est le niveau psychologique, c'est-à-dire le niveau de nos sentiments, le fait de se sentir bien. On doit à un psychologue suisse appelé Jean Piaget la description d'un juste équilibre de cet état sentimental au point de vue affectif. Et cet équilibre d'ailleurs existe aussi en commun chez les animaux. Selon lui, en effet, le fait de se sentir bien, je dirais dans son présent, n'est pas comme ça un donné, a priori, mais ça se construit par rapport à son passé, et je dirais ça se situe par rapport à son futur. En effet, un être humain comme un animal, il a d'abord un passé. Il a été, je dirais, épanoui dans son enfance. Et dans l'enfance, tout être humain, comme tout animal supérieur, a besoin d'une certaine valorisation. Ses parents l'entourent, ses parents admirent un petit peu ce qu'il fait, lui montrent leur amour. Si bien que, lorsque le passé est équilibré, eh bien, un enfant développe un certain sentiment de valorisation. Et la conséquence, c'est que s'il a été raisonnablement valorisé, dans son présent, il s'avère vivre dans une certaine autonomie. Il est bien dans son instant présent, il en profite simplement, il n'a pas de sentiment négatif. À l'inverse, s'il va mal dans son présent parce que son passé s'est mal construit, on l'a sans arrêt écrasé, on l'a culpabilisé, eh bien, son présent sera vécu dans une sorte d'aliénation. Qu'est-ce que vont penser les autres de moi? On sait bien cet état qu'à l'adolescence on a très souvent connu, à savoir les vêtements, l'apparence, le fait d'être comme les autres était tellement important. Et quand il y avait, je dirais, la moindre, critique permanente, on pouvait ressentir ça comme du harcèlement. On était dépendant de l'opinion des autres. À l'inverse, bien dans sa peau, on est dans une certaine autonomie. Et enfin, par rapport au futur, la conséquence encore de tout cela, parce que tout est lié. Quelqu'un de bien dans sa peau, il éprouve un sentiment de sécurité. Il est valorisé, il est autonome, donc son futur devrait bien se passer. Du moins, c'est comme ça qu'il le ressent. Et à l'inverse, s'il est mal, eh bien, il sera angoissé. Alors, attention, Jean Piaget ne décrit ici que la vie psychologique, et on ne saurait réduire l'être humain à son corps et à sa vie biologique. On pourrait par contre parfaitement le décrire pour un singe, un bébé singe qui a été bien élevé par sa maman, donc suffisamment valorisé, qui est donc bien dans sa peau, aura ces trois sentiments par des biens qu'il obtiendra au jour le jour, être bien dans sa tribu, je dirais avoir à manger, etc. Et ça lui suffira.
L'être humain ne fonctionne pas comme cela. L'être humain a en plus une vie de son intelligence et de sa volonté, une vie qu'on pourrait qualifier de spirituelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il n'y a pas seulement le fait de se sentir bien qui peut être visé comme finalité, mais qu'il a affaire à des réalités qui l'entourent, qui ont une valeur pour elles-mêmes. Une valeur, je dirais, d'ordre moral. Par exemple, les personnes humaines qui l'entourent. D'abord ses propres parents, sa famille, mais aussi ses amis, ses camarades. Et on ne peut pas traiter l'autre comme un simple moyen pour obtenir ces 3 sentiments psychologiques. L'autre doit être respecté. L'intelligence le comprend. On ne peut pas s'en servir comme d'un instrument de son bonheur, mais on doit aussi penser au bonheur de l'autre. C'est là que s'établit une vie morale spirituelle, véritablement, et elle peut être réussie, ou au contraire vécue de manière douloureuse, par exemple si on trahit, ou si on est trahi. Alors on pourrait dire qu'avec ce 3e niveau, on a tout décrit de la vie pratique de l'homme. Eh bien pas du tout. Il y a une 4e dimension que développe particulièrement saint Augustin dans ses Confessions, où il montre que l'être humain, lorsqu'il a des amis, lorsque vraiment il est accompli, par exemple, dans son intelligence, par la recherche de la vérité, peut être profondément mal dans son être, dans sa peau, dans son présent, parce qu'il a besoin d'autre chose. Il a besoin de savoir ce qu'il fait sur Terre, à quoi ça sert tout cela, quel est le but ultime de tout. Il a besoin d'être stabilisé dans des questions radicales qu'on appelle les questions de la sagesse. D'où est-ce que je viens par rapport à mon passé? Qui suis-je fondamentalement dans mon présent? Est-ce que j'ai une âme? Est-ce que je suis juste un corps de matière qui va disparaître? Où est-ce que je vais? Donc est-ce que je retrouverai ce que j'aime? Est-ce que je survivrai puisque la mort va arriver? Cette 4e dimension, elle est essentielle pour l'être humain, au point que, dès que l'humanité spirituelle est apparue, on peut dire que la réflexion philosophique, amour de la sagesse, a voulu répondre à ces questions. D'abord par des religions primitives, puis ensuite par la philosophie au sens moderne, au sens où on en parle aujourd'hui. Donc, à partir de là, de cette compréhension de ce que c'est que l'être humain dans sa plénitude, eh bien, on peut répondre maintenant à la question: exister, est-ce que c'est profiter? Profiter de l'instant présent? Eh bien, si on s'en réfère à Piaget et à son analyse, on voit bien qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que le présent se pose par rapport au passé et par rapport au futur. Pour profiter de l'instant présent, à moins de s'étourdir dans des activités, comme je le disais, je dirais dans la première partie, pour profiter de son instant présent, il faut être établi par rapport à son passé, et je dirais par rapport à son futur. Et là, il se présente aux jeunes certains biens qui peuvent donner le sentiment, tel que l'indique Piaget, ce sentiment de bien-être. Par rapport à son passé, si on n'a pas reçu, je dirais, la valorisation dont on avait besoin, qu'est-ce qui donne ce sentiment de valorisation, si ce n'est la gloire? Et on voit des jeunes qui, par exemple, se précipitent dans les téléréalités pour obtenir un instant de gloire, ne serait-ce que fugace parce qu'ils ont l'impression qu'ils obtiendront ce sentiment de valorisation. D'autres, je dirais, pensent plutôt à se rassurer par rapport au futur, supprimer cette angoisse du futur que peut donner par exemple le chômage, le fait de ne pas avoir de débouchés. Et qu'est-ce qui donne un sentiment de sécurité par rapport au futur, dans un regard purement psychologique, si ce n'est l'argent, le fait de posséder de l'argent? Il n'y a qu'à simplement s'imaginer comme tel. Si on gagne aujourd'hui 50 millions d'euros au loto, tout d'un coup, quand ils sont là, que c'est réel, on est pris d'un sentiment de sécurité profond. Tout d'un coup, le risque du chômage disparaît. Tout, je dirais, ce qui pourrait arriver dans la vie nous paraît disparu. Le sentiment est présent. Et puis par rapport au présent, qu'est-ce qui rend autonome? Qui fait que on profite de ce que donne la valorisation, de ce que donne la sécurité, si ce n'est les plaisirs. Quand on a des plaisirs, par exemple, le plaisir sentimental d'un premier amour, d'un amour natif, qui n'a pas de nuages, eh bien, la personne qui rentre dans cette relation, tous les autres n'existent plus. On dirait que, au début en tout cas, le sentiment de plénitude, d'autonomie avec son bien-aimé, fait que
plus rien n'existe, on n'a plus besoin de personne. Alors on pourrait dire, qu'est-ce que c'est profiter du temps présent? C'est donc être équilibré de manière, je dirais, vivante par rapport à son passé, donc la valorisation, par rapport à son futur, la sécurité, et alors le présent, on peut en profiter. On pourrait dire que l'argent, la gloire, les plaisirs sont donc la façon d'obtenir, de profiter du temps présent. Eh bien, l'expérience montre que ça donne pendant un certain temps, effectivement, ces trois sentiments que décrivait Piaget, mais que c'est fugace. Que c'est fugace parce qu'au bout d'un certain temps, le sentiment va disparaître. L'argent, par exemple les 50 millions, on se met à craindre de le perdre. Et puis d'autre part, il ne peut rien ajouter à sa santé. On peut très bien mourir et avoir des millions. Rien ne pourra nous guérir si c'est une maladie inguérissable. De même, les plaisirs, ils passent. Et après les plaisirs, eh bien on se retrouve avec soi-même. S'il n'y a que les plaisirs, y compris sentimentaux, pour combler l'être humain. Quant à la gloire, on sait à quel point certains jeunes se sont brûlés dedans parce que dès qu'elle est passée, eh bien, elle est du vent et on s'en rend compte. En fait, l'analyse que j'ai commencée au début de cette partie explique pourquoi profiter du temps présent, comme cela, à partir de ces trois biens matériels, ne peut pas suffire. Parce que l'homme n'est pas un animal, parce que l'homme a une vie spirituelle. Et donc il faut autre chose de bien plus profond. Et c'est là qu'il faut se tourner, je dirais, vers des philosophes qui ont davantage pensé que cette immédiateté que j'ai citée, qui était celle de la téléréalité finalement, c'est-à-dire d'une apparence de bonheur. Pour profiter pleinement du temps présent, selon Aristote, qui a longuement réfléchi, eh bien, il y a effectivement trois biens, mais pour lui, cela doit être des biens spirituels. Les biens sensibles sont utiles, mais de l'ordre du moyen. Il faut un minimum de gloire, il faut de l'argent, il faut des plaisirs. Mais ça ne saurait être la finalité parce que l'être humain, par cette troisième dimension spirituelle que j'ai indiquée, est fait pour beaucoup plus. Qu'est-ce qui donc va donner, je dirais, une stabilité spirituelle par rapport à son passé? Eh bien, ce sont des racines familiales. L'être humain a besoin d'être issu de quelqu'un, d'une lignée qui l'a accueilli, qui l'a aimé, qui lui a donné d'être ce qu'il est. Donc, on valorise son passé en sachant d'où on vient au point de vue familial, son père, sa mère, ses grands-parents. Par rapport au présent, selon Aristote, qu'est-ce qui donne, je dirais, l'autonomie spirituelle? Eh bien, selon lui, il y a deux choses, parce qu'il y a deux facultés spirituelles dans l'homme, son intelligence et sa volonté. Et selon lui, ce qui peut combler le mieux l'intelligence, c'est la connaissance de la vérité, donc la philosophie. Mais du côté de la volonté, il n'y a qu'un seul bien spirituel qui peut combler l'être humain, un seul qui le dépasse, qui n'est pas seulement, je dirais, des plaisirs. C'est tout simplement l'ami. L'amitié, c'est quelque chose de grandiose. Alors évidemment, pour Aristote, il n'y avait pas cette amitié possible entre l'homme et la femme. Il ne pensait pas cela possible parce que les femmes, à son époque, n'étaient pas cultivées. On leur bloquait l'accès à la culture. Et donc pour lui, elles servaient principalement pour donner la vie à des enfants. Maintenant, à notre époque, où l'étude est absolument équivalent entre hommes et femmes, où une amitié profonde peut exister, y compris au niveau spirituel, eh bien, je dirais que si on était à la suite d'Aristote à notre époque, on pourrait parler de la relation conjugale comme étant source d'une autonomie dans le présent. Pour Aristote, cependant, ça ne suffit pas. Je dirais, si on réalise l'amitié la plus forte et même la connaissance de la vérité des êtres la plus profonde à travers la philosophie, l'être humain a besoin aussi d'un futur sécurisé. Qu'est-ce qui peut sécuriser son futur? Évidemment, l'amitié peut mourir, la mort peut arriver. Eh bien, il répond, l'homme a besoin d'un minimum de sagesse. Pour lui, la sagesse, c'est pas simplement la prudence du philosophe. Non, c'est plus profond.
La sagesse, pour lui, c'est la science des sciences, celle qui répond aux questions fondamentales de l'être humain dont je parlais tout à l'heure. D'où est-ce que je viens, radicalement? Qui suis-je profondément? Où vais-je après la mort? Est-ce que je retrouverai après la mort l'ami que j'ai tant aimé? Et donc, selon lui, si l'être humain ne répond pas par son intelligence philosophique à ces questions de la sagesse, s'il se contente de vivre, de profiter de l'instant présent sans penser jamais à la mort, eh bien, elle le rejoindra, elle le dévorera par l'angoisse. Par contre, si toute sa vie de philosophe, il s'est donné par sa raison une réponse profonde à ces questions de la sagesse, et s'il est convaincu que le monde, dans sa magnificence, a une origine, un projet, alors il peut être sécurisé comme philosophe par rapport à son futur. Je dirais même que, selon Aristote, en réfléchissant sur ce qui fait l'être humain, et donc en particulier son esprit, cette faculté dont l'objet, à savoir l'abstraction, le concept, les choses spirituelles, dépasse le côté matériel, eh bien il peut arriver à comprendre, le philosophe, que l'esprit humain survit à la mort du corps et du cerveau. Alors Aristote dira, attention, l'esprit se sert du cerveau. On voit bien, il se sert sans arrêt d'images matérielles fournies par le cerveau. L'organe du cerveau peut fournir des images, puisqu'elles sont matérielles. Donc la cause matérielle fournit un effet matériel, les images. Mais l'esprit lui-même, qui atteint des choses abstraites comme la notion d'éternité, la notion d'amitié, dépasse largement ces images, et donc n'est pas, selon lui, uniquement lié au cerveau. Il est plus que cela. Donc voilà comment, pour Aristote, profiter de l'instant présent, c'est donc un équilibre entre son passé et son futur, ses racines, et je dirais même ses racines d'ordre, je dirais, sagesse. D'où est-ce que je viens si ce n'est d'un créateur? Mais aussi ses racines familiales, l'amitié pour le présent et la sagesse qui donne un sens au futur. Selon lui, alors, l'homme peut atteindre le bonheur. Et le bonheur, ce n'est rien d'autre que profiter finalement du présent, mais en profiter vraiment, non pas en le dévorant ou en le fuyant, mais véritablement, parce que son présent est enraciné dans un passé et qu'il a un futur. Et donc que l'être humain, dans son désir de toujours exister, a une réponse qui rend son présent heureux. Il est vrai que on peut constater actuellement à quel point la pensée profonde d'Aristote est réelle. Dans notre monde occidental, on a décidé qu'on pouvait se passer de la question de la sagesse, que c'était à la rigueur dans le domaine privé, mais que certainement c'était quelque chose qui était accessoire pour trouver le bonheur. Je pense en particulier à des philosophes comme Auguste Comte qui disent que ces questions-là sont parfaitement inutiles et qu'un jour l'homme trouvera le bonheur en répondant simplement au comment ça marche. Eh bien on peut dire qu'on a réalisé le rêve d'Auguste Comte. Comment ça marche? Ça donne chaque jour des nouveautés au niveau invention, des téléphones qu'on peut changer tous les 2 ans et doubler leur puissance avec des fonctionnalités extraordinairement nouvelles. En fait, ayant répondu au comment, eh bien l'homme est malade du manque d'explication de son pourquoi. La génération, par exemple, de mai 68, qui s'est donnée vraiment comme finalité, eh bien, de la gloire, de l'argent, du plaisir, arrive, étant âgé, sans sagesse, et donc est dans l'angoisse terrible de devoir vivre l'angoisse de la vieillesse et de la mort qui approche, et ne pense qu'à une chose, c'est voter très vite des lois pour l'euthanasie, afin de pouvoir arrêter l'interrupteur quand ce sera devenu insupportable. On voit bien que Aristote avait raison. Toute la vie du philosophe, finalement, avec ses amis, consiste à préparer sa mort et son éternité, en sachant qu'elle existe. Sinon, il ne peut pas profiter du présent. Il le fuit, parce que c'est un présent angoissé. Alors je voudrais maintenant, comme conclusion, élargir un petit peu le débat en m'appuyant sur un philosophe particulier appelé Feuerbach. C'est un homme qui, au XIXe siècle, a écrit un livre appelé « L'essence du christianisme »
Attention, son livre n'est pas du tout pour exalter le christianisme, bien au contraire, mais pour montrer à quel point il est la projection parfaite dans un inconscient imaginaire, un au-delà qu'il pense ne pas exister, des désirs malades de l'être humain qui a besoin d'une réponse, d'une sagesse, et qui a peur de mourir. Donc une sorte d'opium du peuple selon lui. Si je cite Feuerbach, je dirais, ce n'est pas pour dire que le christianisme n'est rien, ce n'est pas non plus pour dire que le christianisme est tout. Je dirais que ça échappe au philosophe. Pour le philosophe, la réponse chrétienne, elle est de l'ordre de l'opinion, parce qu'elle n'est pas démontrable à la raison. Par contre, l'ouverture du débat permet de manifester à quel point, effectivement, le christianisme correspond profondément, je dirais, aux 3 sentiments du moi développés par Piaget. Voilà comment il y répond. D'abord, il s'enracine dans le passé, un passé lointain, un passé qui date du début de l'humanité. Non seulement Adam et Ève, mais l'existence des anges et un créateur profondément, je dirais, spirituel, un créateur avec une vie qui s'appelle la Trinité. Ça, c'est ce qu'on appelle une foi. La foi, c'est quelque chose de transmis par les ancêtres, c'est une foi transmise en particulier par les apôtres. Donc on peut dire que par rapport au passé, la foi donne une valorisation. C'est une culture bimillénaire. Par rapport au présent, en ce qui concerne le sentiment d'autonomie, eh bien, il est donné par une vertu théologale qu'on appelle la charité. La charité, c'est l'inverse de ce que je décrivais tout à l'heure quand on cherche son plaisir. Au point que le message de Jésus consiste à dire « celui qui se cherche se perd et celui qui trouve l'autre se trouve ». La charité, c'est un amour, dit saint Augustin, de Dieu d'abord, aimé pour lui-même comme un ami dans un cœur à cœur à travers la prière, mais aussi, à cause de ce Dieu, un amour du prochain, qui est, je dirais, fils d'un même père, à savoir Dieu, et donc qui doit être aimé comme on s'aime soi-même. La conséquence, c'est que quand c'est appliqué, la personne est profondément, je dirais, autonome. Elle est bien dans son présent, puisque, s'oubliant elle-même, il n'y a plus que l'autre qui compte, donc le présent devient léger. Et enfin, par rapport au futur, une 3e vertu théologale après la foi et la charité, c'est l'espérance, qui annonce que cette vie n'est qu'un passage, une première marche sur une sorte d'échelle qui mène à l'autre monde, où ce Dieu-là sera vu face à face et comblera de manière effective tous les désirs profonds de l'homme. Feuerbach le dit, désir d'amour parce que cet être est amour, désir de puissance parce qu'il est le Tout-Puissant, désir de connaissance parce qu'il est la lumière qu'explique toutes les lumières. Évidemment, celui qui a l'espérance théologale qui se réalisera dans l'autre monde a un avenir, donc une sécurité profonde au point de vue psychologique. Donc on le voit, pour Feuerbach, c'est parce que cette religion répond profondément au désir non seulement psychologique, aussi physique par la résurrection, mais spirituel de l'homme, qu'elle a tant de succès, qu'elle attire à elle tous les hommes. Là où on peut retourner peut-être Feuerbach, c'est, et pour montrer qu'il ne démontre rien, c'est que certains disent, dont saint Augustin, que c'est justement peut-être parce que le cœur de l'homme est fait pour un tel Dieu qu'il ne trouve son bonheur que dans la foi, la charité et l'espérance vis-à-vis d'un tel Dieu.